de retour en compagnie cette fois de M. André Reumont. Bonjour André. Bonjour Marie. André vient nous parler d'un livre qui m'a particulièrement touchée, dont le titre est « Élam et les Camille-Lutins ». On entre, André, avec toi dans un conte, mais un conte qui a vraiment une mission très particulière. Veux-tu nous parler comment est né ce projet de livre? Bon, peut-être un petit résumé en entrée de jeu. Le conte se déroule dans un pays nommé Sierra Cameleone, et dont les habitants, les Camille-Lutins, ont un pouvoir magique. Ils transmettent leur couleur à leur contact, un peu comme les caméléons. Et dans ce groupe de Camille-Lutins, il y a la petite Élam, qui est aimée de tous et qui est un peu le barde du village, c'est-à-dire qu'elle joue de la musique sur son oiseau piano Octavia. Donc, elle emplit le ciel de ses airs joyeux. Et soudainement, Élam tombe malade et décède. Alors, là, les Camille-Lutins, évidemment, sont tristes et désemparés. Puis ils se posent des questions. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Comment ils vont affronter cette épreuve? Comment ils vont se soutenir? Quel rôle va jouer la couleur dans leur deuil? Alors, c'est l'ensemble des questions auxquelles le conte va répondre. Et bien d'autres, parce que, pour compléter, ce conte-là, ajout inhabituel, il est assorti d'un guide pédagogique. Et ce guide-là permet à tout adulte, que ce soit un parent, un grand-parent ou même un professionnel, d'accompagner adroitement l'enfant dans ses propres questions sur les sujets délicats, évidemment, que sont la mort et le deuil. C'est un conte, justement, qui est très particulier. Vous avez utilisé une forme très métaphorique pour nous amener dans toute la difficulté de vivre et d'accepter le départ d'un enfant, d'une personne auquel on est attaché, et la capacité de faire le passage vers une vie qui continue. Oui. Personnellement, vous êtes quelqu'un qui avait vécu cette expérience difficile. Comment avez-vous eu l'idée de, je dirais, de nous proposer que la démarche devienne accessible à tous? La genèse du conte, on va parler de son origine. Son origine même. Donc, évidemment, à la suite du décès de ma fille, qui était un suicide, c'est une bombe atomique dans le cœur. Que beaucoup de gens vivent maintenant. Oui, il y a les statistiques, je pense que c'est 3 par jour au Québec. Donc, c'est beaucoup. À ce que j'ai compris, selon les derniers chiffres, c'est assez stable. Ça baisse un petit peu, mais vraiment très, très légèrement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, assurément. Donc, c'est une situation qui, évidemment, vous a touché très personnellement. Oui, bien sûr, mais comment dire, ça m'est venu un peu du ciel, puis je vous explique. Vous avez eu une intuition? Disons que, évidemment, à la suite du décès de ma fille, dans les semaines, dans les mois, vous vous doutez que les nuits étaient assez difficiles. Et je vous dis très candidement, moi qui, la nuit, n'ai connu qu'une seule compagne, ma femme Carole, que vous connaissez, j'en avais une autre qui s'appelle insomnie. Et il faut croire que à un moment donné, le plafond a été inspirant parce qu'au petit matin, je me suis levé et j'ai couché sur le papier le conte, comme s'il y a quelqu'un qui m'avait tenu la main. Et puis, évidemment, ce texte-là a été peaufiné par la suite, mais reste que la ligne directrice, dans son ensemble, elle est là depuis le début. Donc, elle est venue d'une inspiration qui était peut-être aussi un signal que vous étiez porteur d'un message et que vous pouviez partager ce message-là avec d'autres. Au départ, je ne peux pas vous dire que j'ai eu cette impression-là. Ça vous libérait vous-même? Ça a été comme inconscient. OK. Mais par après, il y a eu comme 3 étapes au conte. La première étape, ça a été le texte. Puis la deuxième étape, comme la couleur joue un rôle central dans le conte, j'avais exprimé le souhait, ouvertement, que le conte soit illustré. Et mon neveu Vincent, qui est un peu dans le métier,
qui a des talents très grands, qui travaille en animation 3D en réalité, s'est porté volontaire pour illustrer ce conte. Donc, ça a été une aventure qui s'est déroulée sur plus qu'une année, parce que c'était à temps partiel, évidemment. Donc, ça a été la deuxième étape. Puis la troisième étape, je pense qu'on va faire la boucle par rapport à ce que vous me demandez, c'est que moi, par ma formation, je suis un enseignant en mathématiques. Donc, il y a toujours le côté pédagogique qui m'inspire. Puis je me disais, bon, il y a moyen d'aller plus loin. Le conte tel qu'il est réalisé là, bon, le texte, les images, mais on peut faire un retour sur le conte, sur des extraits du conte, puis mettre en relief conseils, informations. Écoute, pour que les jeunes lecteurs puissent s'exprimer. Tout à fait, parce qu'il y a plusieurs, ce que j'appelle des portes ouvertes. Il y a des portes ouvertes. C'est pas un guide qui tient la main, qui dit, oui, il tient la main, mais c'est pas un guide qui dit, fais ceci, fais cela. Ce ne sont pas des activités déjà, je dirais, formatées. Ce sont des pistes d'animation ou de discussion. Il y a des pistes de réflexion, quoique il y a quelques conseils, peut-être plus directifs, qui sont inspirés de notre propre expérience. Puis je me suis dit, moi et ma femme, on a vécu la même épreuve et le même parcours. Il y a des choses qu'on fait, des gestes qu'on pose, qui pourraient être utiles à d'autres personnes. Et c'est un peu dans cet esprit-là que la troisième partie là, est venue se greffer. Puis pour moi, là, maintenant, ça fait un tout cohérent. Le conte, il serait orphelin sans son guide. C'est vrai. Tout à fait. Et la beauté du produit même. Le livre est d'une très grande beauté. Même si on y aborde la thématique assez sombre du deuil ou de la perte d'un enfant ou d'un proche, les illustrations, les couleurs, les thématiques, toute la symbolique autour même, je dirais, de l'approche de la vie éclate à l'intérieur du livre, de sorte que le message, à mon avis, devrait être encore plus simple à intégrer. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez eu des commentaires de lecteurs? Parce que vos lecteurs sont de tout groupe d'âge confondu, là. On s'entend qu'un conte comme celui-là, même s'il y a le mot « conte » rattaché, c'est un conte qui peut toucher autant l'adulte que le jeune. Quels sont les commentaires qu'on vous a d'abord, oui, il peut toucher à peu près n'importe quel lecteur qui a un petit peu son cœur d'enfant. Au départ, ça s'adresse prioritairement à des jeunes de 3 à 12 ans. Mais on aborde des thèmes universels dans ce conte-là qui sont l'importance des rapports humains, l'espoir, ces valeurs-là qui peuvent toucher n'importe quel adulte. Et vous me demandez si j'ai eu des réactions. Oui, j'en ai eu, parce qu'au moment où on se parle, il y a quand même 500 exemplaires qui sont dans les mains de lecteurs. Et il y a des gens qui m'ont écrit. Évidemment, c'était des adultes, puis ces adultes-là, d'emblée, me disent « Votre livre m'a fait du bien. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence et qui ont besoin de réconfort, ont besoin de sérénité. Et au témoignage qu'ils m'ont fait, je me rends compte qu'ils ont obtenu ce réconfort-là par la lecture du conte. Maintenant, votre engagement va au-delà même de l'idée d'avoir fait le conte lui-même. Votre engagement va aussi à devenir un partenaire de l'Association québécoise de prévention du suicide. Oui, mais évidemment, la cause du décès de ma fille, étant donné que c'est un suicide, ça m'apparaissait une cause naturelle à appuyer. Donc, pour j'oserais pas dire la première édition, mais le premier ensemble de 400 exemplaires, tous les profits
étaient versés directement ou seront versés au Salon du Livre. Il va y avoir une présentation prochainement. Donc, tous les profits vont être versés à l'Association québécoise de prévention du suicide. Et actuellement, bien, il y a $1 qui est versé pour chaque livre, pour la deuxième impression, si on peut. La deuxième impression, le deuxième tirage. Le deuxième tirage. Où vous en êtes maintenant au deuxième tirage. Et j'espère qu'il y aura d'autres tirages qui vont suivre. Maintenant, votre engagement, qui a été d'abord celui de créer le compte, de le mettre en marche ensuite en créant votre maison d'édition, les éditions Mathémagiques, vous amène peut-être encore à aller plus loin dans votre expérience, parce que l'écriture, c'est une chose. Maintenant, la communication vous appelle à élargir maintenant votre projet. Oui. Comment voyez-vous cette phase? Parce que souvent, l'auteur ne sait pas exactement jusqu'où va l'amener une expérience d'écriture. Bien, il faut dire que mon expérience personnelle me sert. Évidemment, je suis un enseignant à la retraite. J'ai enseigné 35 années au Collège Maisonneuve, au Cégep Maisonneuve. C'était en mathématiques. Alors, c'est pas tout à fait le même domaine, mais je m'aperçois que, bon, d'abord, le fait d'avoir parlé en public m'aide. J'ai parlé à des groupes, ça a été ma carrière. Et il y a aussi le fait que parfois les gens pensent que les mathématiciens, hormis X, Y, Z, sont des analphabètes. Mais... vous conciliez très bien culture et mathématiques. Bien, on essaie, mais évidemment, quand on enseigne à l'ordre collégial, on a à enrober le contenu. Alors, bien sûr, il y a l'écriture symbolique, tout ça, mais il faut rendre ça signifiant pour l'élève. Pour l'étudiant. Donc, il faut écrire, il faut amener le sujet. Il faut conceptualiser, il faut verbaliser. Et ça, c'est un travail que j'ai fait tout le temps. Donc, est-ce qu'on peut parler de prolongement de ce travail-là? En tout cas, c'est une tentacule. Mais de toute façon, dans Elam et les Camélutins, vous nous livrez un message qui est vraiment très sensible, très près des gens, très contemporain. Celui de l'obligation qu'ont les adultes d'accompagner les jeunes dans le processus de compréhension de ce qu'est un deuil, le décès, et de les aider à reprendre contact avec leur vie. Et ce livre que j'invite les gens à lire et à découvrir nous fait vraiment, dans une atmosphère métaphorique, nous fait vraiment faire un passage très sensible. Et peu importe les deuils qu'on ait vécus, je pense, nous amène à comprendre exactement quel est le processus de la vie. Oui. Et c'est déjà malheureusement, André Reumont, tout le temps qu'on a pour en discuter aujourd'hui, mais j'espère que les gens auront l'occasion de vous découvrir et de communiquer avec vous-même leurs impressions sur cette expérience de lecture. Je vous quitte, André, avec une belle petite pensée que j'ai choisie pour vous spécialement. Alors, elle est de Bernanos. « Je crois, j'en suis sûre même, que la plupart des hommes n'engagent jamais leur être et leur sincérité profonde dans ce qu'ils font. Ils ne vivent qu'à la surface d'eux-mêmes. » Alors, j'aimerais vous remercier, André Reumont, pour votre engagement personnel dans cette cause. Et en même temps, les gens appuieront l'Association québécoise de prévention du suicide. Merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tout le monde et je vous souhaite une très bonne lecture. J'espère que vous pourrez découvrir ces auteurs et ces ouvrages dont je vous parle avec une réelle passion. Merci. Rebonjour, bienvenue à cette deuxième séquence d'entrevue à l'émission Histoire de livres. J'ai le grand plaisir d'accueillir maintenant à mes côtés Madame Thérèse Deschambault. Bonjour Thérèse. Bonjour, ma chère Marie. Thérèse Deschambault est une femme orchestre, je pourrais dire, mais elle vient tout juste de faire paraître un livre, une autobiographie en fait, qui s'intitule « Du Carmel au bordel ». Mais pour les gens comme moi qui n'ont pas eu la chance de vous découvrir auparavant, pouvez-vous nous indiquer un peu quel est votre parcours de vie? En quoi votre vie a-t-elle été si exceptionnelle? Bien, comme tous les gens de ma génération,
Je suis née en 1930. Alors, ce qui veut dire, c'était l'époque où personne ne faisait rien de correct. Il ne fallait pas avoir de jouissance, il ne fallait pas manger trop. Puis, on était pris par l'Église et de toutes ses formes. La rectitude... On n'avait pas le droit de rien faire. C'était l'empêchement de l'être humain d'évoluer au total. OK. Donc, vous êtes né dans ce contexte. Moi, je suis née dans très ce difficile. contexte-là avec des parents extraordinaires, un papa travaillant puis une maman à la maison. Et puis, on a quand même été longtemps dans les Laurentides. Et puis, après ça, bien, on est déménagé à Montréal. Puis de là, bien, j'ai fait un cheminement différent de celui que je vivais dans les Laurentides. Quelle a été votre façon d'exprimer votre personnalité? Parce que j'imagine, à vous voir maintenant, que vous deviez avoir une personnalité assez marquée. J'étais rebelle. Okay. J'étais une petite rebelle, mais je voyais les choses venir d'avance, on aurait dit. Okay. Je trouvais illogique les choses qui se passaient. À cette époque-là, j'étais jeune, mais je trouvais que les choses n'étaient pas correctes pour l'être humain. Parce que nous, quand même, on a été élevés à la campagne et mes parents étaient de cette époque-là, mais un peu ouverts, plus que la norme des gens. Alors, je suis d'une Deschambault qui vient des Laurentides, premièrement. Et puis, mon papa, il était chef de station. Et puis, ma maman venait de la ville de Montréal. Mais pour elle, la campagne, c'était difficile parce qu'elle n'aimait pas ça. Mais nous, on a été élevés dans un beau contexte. Okay. Mes Est-ce parents... que vous avez pu faire des études? Oh oui, oh oui. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de jeunes filles qui avaient carrément pas accès aux études. Non, nous, mon père était un petit peu snob, fait qu'on allait à l'école privée. Après ça, on est allé à l'école du village, mais pas trop longtemps. Après ça, on est allé à l'école de Saint-Sauveur-des-Monts avec des religieuses. Puis, plus tard, j'ai été attaquée, puis j'ai eu un problème avec un ami de mon père. Puis mon père a décidé de laisser les Laurentides pour s'en venir rester à Montréal pour nous protéger contre les prédateurs sexuels. Déjà à cette époque, les filles trop jolies étaient des victimes potentielles. Puis nous autres, on connaissait pas ça, parce que nos parents nous parlaient pas de ça. Nous autres, on n'était pas éduqués à ça. On savait pas. On ne savait vraiment pas quoi faire avec ces choses-là. Okay. Puis après ça, bien, ça a été une autre époque. Puis là, je suis arrivée à Montréal. Puis on étudiait tout le temps. Moi, mes parents, par exemple, l'école, c'est important. Parce qu'ils disaient toujours, allez à l'école, c'est important, je ne vous laisserai pas d'argent, mais je vais vous laisser... C'était l'héritage qu'ils disaient. Oui, alors ça faisait partie des valeurs familiales. Oui, absolument. Qui vous ont permis de vous exprimer comme femme à l'époque. À l'époque, oui. OK. Puis j'étais rebelle. Ça, je peux vous dire, j'étais curieuse, rebelle. J'aimais les fleurs, j'aimais la campagne, j'aimais ce que je faisais. En fait, vous étiez rebelle, mais vous étiez surtout passionnée. J'étais passionnée de la vie, parce que je trouvais ça beau, je trouvais tout beau. Puis je me souviens, mon père, une fois, j'avais ramassé les chats, moi. Je ramassais des petits chats puis des petits chiens. Malheureux. J'étais comme ça, jeune, imagine. La mère Teresa. Ah oui, mère Teresa, des bébés chiens puis des bébés chats. Okay. Puis j'y ramassais, puis j'y mettais dans une petite cabane dans le champ, parce que mon père, il n'aimait pas les chats, il aimait les chiens. Il faisait l'élevage des gros huskies pour qu'on aille en petit traîneau. Mm-hmm. Et puis, c'était comique parce que quand il entendait un petit cri de chat, il disait « Thérèse, elle a ramassé un chat, où c'est qu'elle l'a mis? » Donc, il était en alerte toujours. Il cherchait en fait, il ignorait de quelle façon vous alliez trouver une porte pour le cacher ou un endroit pour le cacher. On faisait toutes sortes d'affaires. Quand on était à la campagne, c'était bien fun. J'ai fait Votre carrière personnelle s'est développée dans le domaine des arts particulièrement? Oui, parce que moi, les arts, ça faisait partie de mon être. C'était aider les autres, mais avec les arts, tout le temps. Ça a toujours été comme ça. Ma vie a été comme ça. Peinture, musique? Oui, tout. Mais opéra, écriture, opéra. J'ai été dans les disciples de Massenet pendant 16 ans comme choriste? Oui, non, je chantais. Oui? Oui. Et puis, j'ai été avec Charles Dutoit dans un grand événement au Forum pour chanter encore. Et puis, je travaillais pour Air Canada. J'avais toujours 2 emplois. Mm-hmm. Tout le temps, parce que je me suis divorcée, j'étais jeune, j'avais 2 jeunes enfants, fait qu'il fallait que je fasse le travail, tu sais. Ah, comme toutes les épouses qui assument la famille. Puis après ça, j'ai resté toute seule toute ma vie.
parce que je voulais plus avoir personne dans ma vie tant que mes enfants n'auraient pas été grands. Après que mes enfants ont été plus grands, bien là, disons, ça a été olé, olé. Mais là, la créativité était présente. Oui, j'étais à l'École des beaux-arts, en cachette de mes parents, parce qu'à cette époque-là, il ne fallait pas que tu aimes les arts parce que tu devenais une pute. C'était comme ça. C'était mal perçu. Ah, c'était très mal perçu. Les arts, le chant, je voulais devenir actrice. Alors, j'étais encore prendre des cours privés, mais en cachette de mes parents pendant 4 ans. J'ai gagné une médaille dans l'interprétation. Mais jamais mes parents le savaient, excepté qu'ils m'ont pris en défaut une bonne journée, puis ils ont bien vu. Mais c'est ça, c'était comme ça. Et l'idée d'écrire votre vie, c'est venu quand dans votre... Ma vie, je ne savais pas que j'étais pour écrire ma vie. Ça, c'est premièrement, parce que je me disais, je peux pas être comme les autres, c'est impossible avec tout ce que je faisais. Parce que je le voyais, j'avais un drive, moi, là, qui n'était pas normal. Okay. Ça, moi, il m'aurait fallu des comment t'appelles ça, là, pour du Ritalin. Du Ritalin. Bien, vous étiez peut-être une personnalité, oui, très énergique. Oui. Sans nécessairement avoir besoin d'une médication. Non, mais tu sais, je te dis ça comme ça, c'est parce que je pouvais faire 50 affaires hyperactive. Oui, j'étais une hyperactive, mais dans les arts, aider les autres. J'étais surtout généreuse. Okay. Je suis une femme généreuse de nature. OK. Ouais. Maintenant, l'idée d'écrire, je reviens à cette intention, parce que beaucoup de gens arrivent à l'âge de la retraite et font un peu de recul pour être capables de nous expliquer quelle a été l'histoire de leur vie. Ça n'a pas été comme ça que c'est arrivé. Non. Comment c'est arrivé? Non, moi, je voulais écrire un livre, mais disons, je voulais donner ma vie comme exemple. Qu'on peut tout faire dans la vie, si on veut. Okay. On peut tout faire. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de faire qu'est-ce que tu veux. Et puis, cette vie-là, bien, je l'ai faite. Okay. Parce que j'ai été chercher tous mes rêves. J'ai réussi partout, mais j'ai travaillé fort pour les avoir. Mais le témoignage de base qui vous a amené à publier ce livre, c'est vraiment de dire à toute personne... Aux femmes en particulier. Osez être vous-même, aller au bout de vous-même. Oui, aux femmes en particulier. Parce que je trouve ça difficile, même 50 ans plus tard, de voir que les femmes, on est encore au service de l'homme. Je n'accepte pas ça, parce qu'on est égal. Oui, c'est les hommes qui dirigent partout. Je serai pape un jour, j'ai toujours dit. Bien, ça nous amène au titre de votre livre, qui est très imagé. Du Carmel au bordel. Voilà une biographie qui se démarque dès le départ. Et votre couverture nous donne quand même l'image de quelqu'un de très pieux. Intérieurement, bonne. Intérieurement, avec de très bonnes valeurs. Bonnes valeurs, pas trop pieuse. Bien, c'est ça, un héritage judéo-chrétien, nous pourrions dire maintenant. Oui. Un héritage bien campé au niveau des valeurs. Oui. Mais votre vie s'est quand même émancipée par la suite. Oui. Après ça, oui, parce que je pouvais plus rester dans un carcan de mariage avec un bonhomme qui me plaisait pas du tout. Mais avant même le mariage, le Carmel a été Ah oui, le Carmel, ça a été... Bien, regarde, dans cette époque-là, il fallait qu'il y ait un docteur, une sœur, un avocat, un notaire. Dans la famille, sans ça, tu n'étais pas une bonne famille. Donc, vous êtes entrée chez les sœurs. Moi, je me disais toujours, parce qu'on a des idéaux quand on est petite fille. C'est vrai. Il y en a qui veulent être une princesse, une actrice. Moi, je voulais être une sœur, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est toujours ça que je voulais. Okay. Puis ma mère, elle ne comprenait pas ça. Tu veux être Sainte Thérèse, mais tu n'es pas vraiment une sainte, là. Ouais. Parce qu'elle trouvait que j'étais tannante un peu, là. Mais vous êtes entrée au Carmel. Oui, je suis rentrée au Carmel parce que mon papa me disait que je me perdais dans les arts. OK. C'est dommage, hein? C'était une façon pour lui de vous sentir en sécurité dans un milieu... Non, c'est pas lui qui a décidé. C'est moi qui ai décidé d'aller au Carmel pour expier mes péchés que je faisais parce que je n'étais pas bonne personne. Vous aviez déjà de la culpabilité d'être vous-même. J'avais beaucoup de culpabilité. Juste d'être vous-même. Oui, oui. C'est drôle, hein? Très, très belle approche. Oui. Comment vous êtes-vous sortie de la phase Carmel? Je suis allée au Carmel pendant 1 an. Après ça, j'étais comme une comment t'appelles ça? Novice, Oui, une petite novice. Puis je suis sortie parce que là, je trouvais ça pas bougeant. Okay. Je suis une femme bougeante, puis je trouvais, oui, me lever la nuit, prier pour les autres, mais c'était pas trop mon style.
Puis là, j'ai sorti, puis je voyais que je n'étais plus capable de rester à l'extérieur. Je me sentais bien là-dedans. Fait que j'ai retourné chez les Sœurs Grises pendant 2 ans. OK. J'ai été la fiancée du Christ pendant 2 ans, puis là, j'étais pour me marier. Puis là, Non, vous j'ai avez sorti. changé de voie. Oui, j'ai sorti OK. en dernier. Et là, le retour à la vie normale. Oui, le vous retour à amenait- la vie normale, ça a pris 4-5 mois avant de... Parce que quand tu t'en vas dans un couvent, c'est complètement différent. Hein? Tu arrives avec la vie normale, parce que là-bas, on n'avait pas le droit de parler. C'est ça. On n'avait pas le droit de lire, on n'avait pas le droit de savoir qu'est-ce qui se passait. Fait que t'es comme renfermé pendant tout ce temps-là, puis là, tu arrives avec la vraie vie. Fait que là, il fallait que... C'était que ça donnait un choc. OK. Et au fil des années, qu'est-ce que vous retenez de toutes vos expériences? Le Carmel, la vie de famille, la responsabilité d'être mère, la carrière, Moi, je tout vais vous l'aspect dire, créatif, j'ai qu'est-ce que vous tout retenez? aimé. Oui. J'aimais tout ce que je faisais. Quand je le faisais, j'aimais ça. Je suis une passionnée, fait que j'aimais tout ce que je faisais. Je ne regrette rien, excepté que je voulais donner l'exemple, comme je vous disais tantôt, aux femmes surtout, de ne pas s'attarder sur des problèmes personnels, parce qu'on peut s'en sortir tout le temps. Il n'y a rien à l'épreuve de l'être humain. Il n'y a rien. On peut tout faire. Fait que c'était pour ça que j'étais comme ça. Parce que moi, si j'étais mal prise, je trouvais un moyen pour m'en sortir. C'était pas long. Après ça, si j'allais comme... après mon divorce, ça a été les enfants. J'avais 2 enfants. Il fallait qu'il y ait une belle vie comme il avait commencé, parce qu'on avait une vie luxueuse et tout. Alors, il fallait que les enfants continuent. Je me suis engagée dans Air Canada. Après ça, après ça, Air Canada, c'est le fun, là. C'est fini. Ah! Ça s'achève déjà, Madame Thérèse Deschambault. Je vais inviter les gens qui vous ont écouté sûrement avec passion à se procurer le livre du Carmel au bordel. Oui. Bravo d'abord pour cette initiative. Merci. Et j'invite les gens à le découvrir. C'est un ouvrage publié aux éditions Clermont. C'est ça. Et je vous laisse avec une petite pensée pour vous surprendre. Je me méfie des gens trop heureux. Ils doivent avoir des choses à cacher. C'est signé Johnny Hallyday. Ah, c'est bien! Alors, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Nous vous revenons la semaine prochaine avec d'autres entrevues aussi passionnantes à Histoire de livres.